Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cet hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des trois âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquèrent de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule.
Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéro. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre, mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum.
Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre. Mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé. C'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus. Et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'ils chauffent des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre. Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre, il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi, avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines, une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre.
avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon, et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante, suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max, chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez, car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies,
car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal ? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon.
On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversés. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mondprama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans.
Leur crâne suggère qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps.
Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers. Ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle était l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique. Et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement,
il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant 1 mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une 50aine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin.
Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'il n'était pas si intime. Un an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? Au fil du temps, les archéologues ont mis au jour une foule de trésors sur les pierres runiques. Malédictions, poèmes, formules magiques protectrices, et même des querelles d'héritage. Pourtant, un artefact norrois récemment exhumé, nommé pierre de Svingerud, ne porte qu'un seul mot. Cela peut sembler bien fade, mais détrompez-vous, il s'agirait peut-être de la plus ancienne pierre runique jamais découverte. Près de 2 millénaires d'existence, et ce n'est pas tout. Les fouilles se poursuivent, et selon ce que l'on découvrira ensuite, elles pourraient révéler des secrets et éclairer le véritable sens de ces mystérieuses runes magiques. Voyons à présent jusqu'où l'on peut réécrire l'histoire connue avec un simple mot gravé dans la pierre. Il y a fort longtemps, durant les premiers siècles de notre ère, les Scandinaves croisèrent la route des Romains. Ils échangèrent des biens comme le verre ou l'argent, et peu à peu, les coutumes romaines, y compris l'usage de l'écrit, s'implantèrent au nord. Les peuples nordiques, séduits par l'alphabet romain, désiraient néanmoins disposer de leurs propres signes. C'est ainsi qu'ils mirent au point un système original de caractères, qu'ils baptisèrent runes. Près de 20 siècles plus tard, en 2021, des archéologues exploraient un site funéraire de l'âge du fer aux abords du village de Svingerud, à l'est de la Norvège. Parmi les sépultures à crémation, ils mirent au jour une dalle de grès rougeâtre destinée à devenir un élément central d'une découverte archéologique majeure de Norvège. D'une taille comparable à celle d'une table basse, la pierre mesure un peu plus de 30 cm de large. Elle fut exhumée aux côtés de restes calcinés et de charbon, éléments caractéristiques d'une ancienne tombe cinéraire. Les runes qu'elle porte, gravées de manière grossière et peu profonde, semblent avoir été tracées à l'aide d'un objet pointu, tel un couteau ou une aiguille. Les pierres runiques ne sont pas rares, et les archéologues ont souvent l'occasion d'en mettre au jour, en particulier dans cette région. Toutefois, les analyses indiquent que tant le site funéraire que les inscriptions gravées sur la pierre remontent probablement à une période comprise entre le 1er et le 3e siècle. Cela nous situe bien avant l'ère viking, officiellement amorcée aux environs de l'an 800, ce qui en fait l'un des plus anciens témoignages fiables de l'écriture scandinave. À première vue, ces gravures évoquent soit des symboles mystiques destinés à solliciter l'aide des divinités nordiques, soit de simples entailles désordonnées tracées par un homme furieux frappant la pierre. Pourtant, il s'agit bien de lettres authentiques, maladroites, certes, mais volontaires. Ce système d'écriture ancestrale était utilisé par les tribus germaniques établies en Europe du Nord. On le retrouvait gravé sur du bois, des os ou de la pierre. Les signes, aux formes droites et anguleuses,
s'explique par la difficulté à tracer des courbes avec les outils rudimentaires de l'époque. Au contact de l'Empire romain, les tribus germaniques n'empruntèrent pas simplement les lettres latines, elles s'inspirèrent du principe même de l'écriture et conçurent leur propre système. Cet alphabet originel fut nommé Futhark ancien. Il comportait 24 caractères, retrouvés sur des objets datant approximativement du 2e au 8e siècle de notre ère. Ce nom vient de ses 6 premières lettres, F, U, Th, A, R et K. Chaque rune possédait probablement un nom reflétant le son qu'elle représentait. Ainsi, la rune associée au son A s'appelait Ansuz. Cependant, nul contemporain ne nous a laissé de guide expliquant ces noms. En vérité, la capacité à les lire fut perdue durant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1865, le linguiste norvégien Sophus Bugge les déchiffre, en recoupant divers indices. Il étudia les alphabets runiques postérieurs ainsi que des poèmes anciens faisant mention des runes, à la manière d'un enquêteur reconstituant un portrait à partir de témoignages épars. Pour de nombreuses runes, notamment les plus anciennes du Futhark ancien, le sens demeure incertain et sujet à débat. Elles n'étaient pas connues du grand public, comme en témoigne le fait que seules environ 350 inscriptions nous soient parvenues. Ce manque de diffusion évolua lorsque le proto-norrois se transforma en vieux norrois, la langue des redoutables vikings. L'alphabet fut alors simplifié. Les 24 runes initiales furent réduites à 16, donnant naissance au Futhark récent, bien plus largement utilisé. Les runes n'étaient point pas destinées à la rédaction d'ouvrages ou à la tenue de chroniques quotidiennes. On les retrouvait gravées sur des pierres tombales, des armes ou divers objets usuels. On estime qu'elles servaient à marquer une possession, honorer un défunt, transmettre un message succinct ou encore offrir une protection magique. À leur début, certaines runes revêtaient sans doute une valeur spirituelle ou rituelle particulière. Un aspect fascinant des pierres runiques réside dans leur usage fréquent à des fins d'autopromotion ou de vantardise. Un peu comme un ancien statut publié sur un réseau social, mais gravé dans la pierre. L'un des exemples les plus parlants est une pierre du XIe siècle commandée par un certain Wigmund, qui s'y désigne lui-même comme « le plus malin des hommes ». Il précise même qu'il était capitaine de navire et s'est assuré que nul n'ignore ses faits de son vivant. Dans le poème norrois Havamal, Odin raconte s'être suspendu à l'arbre du monde durant 9 nuits, transpercé d'une lance afin d'acquérir la connaissance des runes. Cela illustre la puissance mystique que l'on attribuait à ces signes. Il n'est donc guère surprenant que le mot « rune » dérive d'un terme proto-germanique signifiant « secret » ou « murmure ». On dit souvent que les mots détiennent un pouvoir, et pour les anciennes tribus germaniques, ce pouvoir revêtait une véritable dimension magique. Voilà pourquoi il importe de savoir à quel moment cette magie est née, et la pierre de Svingerud peut nous éclairer, car il ne s'agit pas seulement de connaître la date de son inscription, mais aussi d'en comprendre le contenu, l'emplacement et le contexte. Le lieu de sa découverte constitue déjà un site archéologique majeur, renommé pour ses trouvailles remarquables, notamment le célèbre casque de Geirmundbu, seul casque viking jamais retrouvé en Norvège. La pierre avait été déposée dans une fosse de crémation, aux côtés des restes d'un adulte et de quelques effets personnels. Grâce à l'analyse du charbon et des fragments osseux, les chercheurs ont pu déterminer son ancienneté, en recourant à la datation au radiocarbone. La pierre de Svingerud n'est nullement le premier artefact nordique ancien portant des runes découverts par les archéologues, loin de là. Les gens gravaient autrefois des runes sur divers objets du quotidien. Peignes, bijoux, couteaux. Certains spécimens pourraient même être d'un âge comparable. D'autres fragments comportent également des runes, mais sont souvent brisés, dispersés ou impossibles à dater précisément. Toutefois, la datation au radiocarbone a permis de confirmer que la pierre de Svingerud constituait à ce jour la plus ancienne pierre runique connue. L'inscription qu'elle porte suggère une fonction rituelle et peut-être même un message adressé aux défunts. L'inscription est brève, un seul mot, Idiberög. Son sens exact demeure inconnu. La portion la plus lisible mentionne Idibera et la majorité des spécialistes estiment qu'il s'agit vraisemblablement d'un nom propre. Peut-être une forme génitive, signifiant Didibera ou appartenant à Idibera. Il pourrait donc s'agir du nom de la personne ensevelie ou de celui d'une figure honorée. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un prénom féminin, ce qui ferait d'Idibera la première femme connue à avoir été associée à l'écriture runique.
Les chercheurs estiment aujourd'hui que la pierre de Svingerud appartenait à un monument plus grand. Ils ont mis au jour plus d'une douzaine de fragments de grès éparpillés parmi plusieurs tombes du site. Une fois assemblés en laboratoire, ces morceaux s'imbriquaient parfaitement, comme un puzzle, ce qui suggère qu'ils provenaient tous d'une même pierre dressée. Le fragment principal, comportant l'inscription, fut découvert dans une sépulture, tandis que d'autres pièces similaires reposaient dans des fosses de crémation voisines. Les archéologues pensent que la pierre fut brisée, puis réutilisée dans le cadre d'un rituel, peut-être dans le but de relier symboliquement différentes personnes ou générations inhumées sur place. Au lieu de signaler une seule sépulture, elle aurait d'abord servi de mémorial, avant d'être redistribuée dans d'autres tombes comme geste rituel. Certains avancent même que ces runes auraient été gravées par des individus distincts à différentes époques. Modeste en apparence, la pierre de Svingerud n'en demeure pas moins un jalon essentiel. Étant la plus ancienne pierre runique connue dans un contexte archéologique sécurisé, elle pourrait éclairer les origines mêmes de l'écriture dans le nord de l'Europe. Cette découverte norvégienne montre que les runes étaient déjà associées au rituel, à la mémoire, et peut-être aussi aux femmes. Et si elles ne constituent qu'un fragment d'un monument plus vaste, alors ce que nous en connaissons n'est qu'un aperçu. De tels artefacts redéfinissent notre compréhension de la période pré-viking, et avec un peu de chance, d'autres pierres suivront, peut-être même l'œuvre d'une autre femme graveuse de runes. Des scientifiques ont mis au jour une pyramide inconnue, enfouie sous les sables de Judée. Après quelques fouilles, ils ont découvert qu'elle renfermait des trésors demeurés intacts pendant près de 2 millénaires, ainsi que des secrets historiques auxquels nous n'avons accès que maintenant. Sur le site de la forteresse de Zoar, située à 800 mètres au-dessus de la mer Morte, des archéologues recherchèrent des manuscrits susceptibles d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire du lieu. Ces fouilles s'inscrivaient dans une vaste campagne de longue date, visant à protéger les sites contre le pillage et les excavations illégales. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était une structure en forme de pyramide, érigée au sommet d'une colline et composée de pierres taillées à la main, chacune pesant plusieurs centaines de kilos. D'abord persuadés d'être face à une tombe, les experts remarquèrent vite la forme des murs d'origine et comprirent que le monticule était une construction. Ils constatèrent aussi que quelqu'un avait creusé au sommet, probablement des pillards ayant repéré des richesses enfouies. Par chance, la majeure partie de la structure demeurait enfouie sous le sable, dissimulant ainsi les découvertes les plus précieuses. Au cours de la première semaine de fouilles, les bénévoles mirent au jour des fragments de papyrus, des vases en bronze et même des meubles anciens, tous remarquablement bien conservés. Le climat désertique s'était révélé un allié précieux pour la préservation de ces artefacts au fil des millénaires. Grâce à un air extrêmement sec, la formation de moisissures était empêchée, ce qui protégeait les matériaux organiques, comme le bois et les fibres, contre les fissures et la déformation. Les premières hypothèses supposaient que la pyramide avait été érigée durant la période du premier temple. Toutefois, de récentes découvertes ont révélé qu'elle était plus récente et daterait de l'époque hellénistique. Puisque la structure remonte à environ 2200 ans, les chercheurs estiment qu'elle aurait été construite peu après la mort d'Alexandre le Grand, célèbre roi de Macédoine. À cette époque, ces généraux se partagèrent l'ancien empire séleucide. Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte et des territoires voisins, y compris la région de la mer Morte, tandis que Séleucos s'empara du nord, qui correspond aujourd'hui à une partie du Moyen-Orient. On ignore encore si la pyramide fut érigée sous l'autorité des Ptolémées ou des Séleucides, car des monnaies des deux royaumes ont été découvertes sur le site. Toutefois, la majorité des spécialistes penchent pour une construction réalisée à l'époque où la région se trouvait sous domination ptolémaïque. Des indices laissent également penser que l'édifice, malgré sa remarquable solidité, s'est effondré à un moment donné. Cependant, ce n'est pas la cause de son abandon par les anciens Égyptiens, ce qui soulève une question essentielle. Quelle était sa véritable fonction ? Certains avancent l'hypothèse d'un tombeau, en raison de son emplacement privilégié au sommet d'une colline. D'autres supposent qu'il aurait pu servir de monument commémoratif. Néanmoins, l'une des théories les plus convaincantes soutient que la pyramide fut utilisée comme tour de guet, protégeant une importante route commerciale empruntée pour transporter le sel et le bitume de la mer Morte vers les ports côtiers. Les chercheurs estiment aussi qu'elle aurait pu servir de point de collecte des taxes pour les fonctionnaires du royaume lagide, comparable à nos péages modernes ou aux actuelles agences d'inspection portuaire. Bien que le contenu des papyrus reste inconnu, il semble très probable qu'ils aient été rédigés en alphabet grec. Certains experts avancent même qu'il pourrait s'agir de documents fiscaux,
ce qui correspondrait parfaitement à l'hypothèse selon laquelle la pyramide servait d'avant-poste. L'équipe qualifie cette énigme de fascinant mystère historique que les fouilles contribuent peu à peu à élucider. Cependant, cette découverte n'est qu'une infime pièce d'un vaste puzzle archéologique. Les recherches s'inscrivent dans un projet de grande ampleur mené depuis de longues années. Rien que durant les 8 dernières, les équipes ont exploré près de 180 km de falaises désertiques et identifié environ 900 grottes dans ce périmètre. Grâce à l'usage de la descente en rappel, d'équipements perfectionnés et de méthodes de documentation avancées, les archéologues ont mis au jour des milliers d'objets rares. Rouleaux cachés, outils d'ébénisterie, tapis, pièces de cuir, ainsi que divers trésors d'une valeur historique inestimable. Pour eux, le désert de Judée s'apparente à un coffre-fort ancestral, encore scellé, qui ne demande qu'à livrer ses secrets. Quelques années avant la découverte de la mystérieuse pyramide, une grotte avait été mise au jour. Elle avait servi de refuge à des rebelles hébreux près de 1900 ans auparavant. Située à environ 80 mètres, sous le sommet d'une falaise et difficile d'accès, le site n'avait jamais été exploré jusque-là. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des fragments inédits des célèbres manuscrits de la Mer Morte, contenant des passages religieux rédigés en grec. Grâce à l'excellent état des papyrus, 11 lignes de texte purent être reconstituées, permettant ainsi aux scientifiques d'en analyser et d'en identifier précisément l'étymologie. L'aspect le plus remarquable demeure l'état de conservation exceptionnel des découvertes. Grâce aux conditions arides et à la chaleur constante du désert, ces artefacts sont restés intacts pendant des millénaires. Les fouilles ont également révélé d'autres trésors insoupçonnés, des pièces rares, un squelette partiellement momifié vieux de plus de 6000 ans, dont subsistaient encore peau, tendons et mèches de cheveux. Parmi les trouvailles figure aussi un large panier tressé en fibres végétales, considéré comme le plus ancien au monde, âgé de plus de 10 000 ans. Capable de contenir près de 100 litres et fabriqué environ un millénaire avant l'invention de la poterie. Parmi ces trésors historiques, un autre a particulièrement retenu l'attention de la communauté scientifique, un petit fragment de tissu âgé d'environ 3800 ans. Mais il ne s'agit pas d'un simple morceau de textile. Teint avec la rare couleur écarlate, citée à de nombreuses reprises dans les anciens textes religieux, cette pièce constitue la plus ancienne preuve connue de tissu coloré à partir d'insectes appelés cochenilles, responsables de cette teinte rouge intense. Ce pigment était très prisé, au même titre que le bleu royal ou la pourpre, car les insectes vivaient dans les chênes et ne pouvaient être récoltés que durant une brève période de l'année. Ces teintures étaient donc réservées aux tissus sacrés, tels que les vêtements des prêtres, signalant statut et importance religieuse. Bien que ce fragment soit d'une grande valeur archéologique, sa taille reste minuscule, moins de 2 ou 3 cm. Le fragment fut découvert en 2016 lors de fouilles dans la dite « grotte des crânes ». On ignore comment ce tissu y est parvenu. Selon les experts, il démontre que l'on savait déjà teindre les fibres de laine il y a environ 3800 ans. Il apporte également la preuve que l'industrie textile antique employait déjà des animaux, à peu près au moment où les hommes commençaient à produire des sources écrites. Les tissus colorés avec ce type de teinture apparaîtront plus tard, mais ce fragment reste bien plus ancien que tout autre exemplaire connu, ce qui le rend tout à fait exceptionnel. Une autre découverte marquante remonte à 1980, lorsqu'une graine vieille de plus de 1000 ans fut retrouvée et a donné naissance à un arbre mystérieux surnommé Sheba. Les scientifiques ont consacré 14 années à sa culture, et l'arbre atteint aujourd'hui environ 3 mètres de haut. Ils ont ensuite émis l'hypothèse qu'il pourrait appartenir à une lignée éteinte ayant jadis prospéré dans la région. La graine remonte à une période comprise entre 993 et 1202 de notre ère, et l'on estime que Sheba pourrait être un arbre biblique traditionnellement associé à la guérison. Bien que l'espèce exacte n'ait pu être déterminée, puisque l'arbre n'a pas encore fleuri, il appartient au genre Commiphora, apparenté à des plantes africaines renommées, comme l'arbre amir. Mais le temps a révélé une particularité encore plus remarquable. Ses feuilles et résines contiennent des composés aux propriétés médicinales, antioxydantes et apaisantes pour la peau. L'arbre pourrait donc représenter une lignée oubliée, dont la résine, mentionnée dans des textes anciens, possédait une valeur thérapeutique. Cela illustre la manière dont les anciens pratiquaient la médecine botanique. Il y a environ 14 000 ans,
des bâtisseurs venus d'un autre monde seraient descendus sur Terre. Leur objectif ? Contribuer à l'édification d'un vaste complexe de pierres formé de blocs parfaitement imbriqués. Pour cela, ils auraient employé une technologie très en avance sur leur temps. Et une fois leur tâche accomplie, ils se seraient volatilisés sans laisser la moindre trace. Il ne s'agit pas d'un récit de science-fiction, mais d'une hypothèse avancée pour expliquer le mystère de Pumapunku. Les scientifiques ne la reconnaissent pas officiellement, mais ils ignorent toujours comment, quand et par qui cette structure impressionnante a été construite. Pumapunku est un site intégré à une cité ancienne nommée Tiwanaku, qui se trouve non loin du lac Titicaca, en Bolivie. Tiwanaku occupe une place essentielle dans les traditions incas, car il considérait ce lieu comme le point d'origine de la création du monde. Les spécialistes estiment que Pumapunku aurait été édifié vers l'an 536 de notre ère. Les premiers Européens à le découvrir y sont parvenus en 1549 via l'expédition de Pedro Chieza de León. En son centre se trouve une large plateforme en terrasse, composée de gigantesques blocs de pierre, dont certains atteignent la taille d'un autobus, 8 mètres de long, 5 de large et 1 mètre d'épaisseur. Le plus imposant atteint un poids spectaculaire de 131 tonnes, soit plus que 20 éléphants réunis. Même les éléments plus petits sont comparables à la taille d'un canapé. Les archéologues pensent bon qu'il y avait au moins 5 grands portails, accompagnés de plusieurs autres, plus modestes, probablement inclus dans une structure monumentale. Le site a été construit à partir de 2 roches, le grès rouge et l'andésite, une des plus dures connues sur Terre. Ces blocs en forme de hache s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle. Ils paraissent tous identiques, comme issus d'une production industrielle, ce qui semble invraisemblable pour une civilisation ancienne. Comme on l'a souligné, même les plus petits semblent démesurés. Chaque bloc a été sculpté avec des trous et des rainures d'une extrême précision. Les bâtisseurs réussirent à tracer des lignes parfaitement droites, découper des angles identiques, polir des surfaces nettes et percer des trous réguliers. Certains spécialistes pensent qu'ils recouraient à des techniques sophistiquées, bien qu'aucun outil n'ait été retrouvé. Il fallut un millénaire à d'autres pour atteindre une telle précision. Parmi les énigmes les plus déconcertantes figure celle du transport de ces énormes pierres. Le site de Pumapunku se trouve à une altitude vertigineuse de 3840 mètres, dans une région si élevée que même les arbres n'y poussent pas. Les bâtisseurs de l'époque ne disposaient ni de roues, ni de grues, ni d'engins motorisés, et pourtant, ils ont déplacé ces masses colossales sur de longues distances depuis leur carrière d'origine. Certains avancent l'hypothèse de cordage en peau de lama et de rampe, mais la vérité demeure incertaine. La théorie la plus largement retenue attribue ce site monumental à la civilisation Tiwanaku, qui prospéra dans la région entre 500 et 1000 de notre ère. Le complexe était immense et structuré en plusieurs espaces. Une cour à l'ouest, une vaste zone ouverte au centre, et une cour orientale ceinte de murs de pierre. Autrefois, ce lieu devait offrir un spectacle d'une rare splendeur. Des plaques de métal poli scintillaient au soleil, des tissus éclatants et des céramiques raffinées ornèrent les édifices, tandis que des hommes aux costumes élaborés déambulaient sur la place centrale. Pourtant, une incohérence demeure. Le peuple Tiwanaku n'a laissé aucun témoignage écrit relatant les techniques utilisées pour bâtir Pumapunku. Un tel exploit aurait sans doute laissé quelques indices. Or, il n'en existe aucun. Par ailleurs, le peuple Tiwanaku ne possédait pas les technologies qui auraient permis de tailler et de déplacer d'immenses blocs de pierre avec une telle précision. Les premiers historiens de l'architecture ayant analysé le site de manière rigoureuse ont estimé qu'un simple percuteur en pierre n'aurait jamais permis d'obtenir un tel degré de finesse. Et aucun outil métallique lié à cette construction n'a été mis au jour. C'est pourquoi on a émis l'hypothèse que les bâtisseurs ont pu recourir à des instruments atypiques que les chercheurs modernes n'auraient même pas identifiés comme des outils. Une théorie suggère que ces anciens bâtisseurs auraient pu découvrir un procédé permettant d'assouplir la pierre, la rendant ainsi plus facile à façonner avant qu'elle ne durcisse à nouveau. D'autres supposent qu'ils auraient versé de la roche liquide dans des moules, à l'image du béton que nous utilisons aujourd'hui. Si tel était le cas, cela impliquerait l'existence d'une civilisation avancée en Amérique du Sud, bien plus ancienne que ce que nous pensions. Certains relient même cette idée à la légendaire Atlantide, ou à d'autres civilisations disparues qui auraient atteint un niveau de savoir remarquable, avant d'être anéanties par quelques catastrophes.
Les légendes locales racontent que des divinités dotées de pouvoirs surnaturels auraient façonné et soulevé les énormes blocs de pierre. D'autres gens avancent que Pumapunku était si sophistiqué que ses bâtisseurs auraient bénéficié de l'assistance de visiteurs venus du cosmos. Ces découpes d'une précision remarquable et ces pierres massives évoquent des techniques de construction contemporaines. Les partisans de cette thèse affirment également que certaines figures sculptées à Tiwanaku semblent arborer des éléments ressemblant à des casques, ce qui pourrait, selon eux, indiquer une origine extraterrestre. Pour contester cette théorie, des scientifiques de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont entrepris de modéliser Pumapunku à l'aide de relevés anciens d'une extrême précision. Ils ont conçu une réplique numérique du site, puis en ont imprimé une version miniature, réduite à 4% de sa taille d'origine. Une fois les pièces imprimées, l'équipe les a triées selon leur taille, forme et motif, comme un gigantesque puzzle. Certains blocs possédaient des rainures spéciales pour accueillir des pinces métalliques, tandis que d'autres comportaient des gravures ornementales. Lorsqu'ils ont achevé la maquette, ils ont découvert qu'un bâtiment présentait un design familier, semblable à celui de 2 sites voisins. Ce constat a apporté la preuve que Pumapunku avait été construit par des humains, non par des visiteurs de l'espace. Au fil des siècles, des individus ont dérobé des pierres de Pumapunku et les ont dispersées ailleurs, ce qui a compliqué la tâche des archéologues. Pour pallier cela, l'équipe de l'UCLA a mis en place une archive numérique, permettant aux chercheurs du monde entier d'étudier ce site sans devoir se déplacer jusqu'en Bolivie. Ainsi, il est possible que de nouvelles découvertes viennent éclairer ce mystère. Un autre ouvrage ancien, toujours impressionnant de par sa précision extrême, est le Serapeum de Saqqara, une vaste nécropole construite il y a environ 3000 à 3500 ans. Il fut découvert par hasard en 1850 par le scientifique français Auguste Mariette. À l'intérieur du Sérapéum, ce dernier découvrit un long couloir souterrain. De part et d'autre de ce corridor se dressaient d'immenses salles en pierre, abritant de gigantesques sarcophages faits de granit. Ceux-ci n'étaient pas destinés à des êtres humains, mais aux taureaux sacrés Apis. Ceux-ci étaient vénérés comme des rois, car on les croyait choisis par les dieux. Selon les Égyptiens, ces taureaux étaient les incarnations du dieu Ptah, et possédèrent des pouvoirs magiques destinés à protéger le royaume. Certains de ces sarcophages de pierre pesaient environ 70 tonnes. Ils se distinguaient par leurs angles parfaitement droits et leur surface lisse. Des marques de rouleaux sur le sol, ainsi que des treuils en bois munis de leviers, ont été découverts, témoignant des méthodes employées pour déplacer ces lourdes pierres. Étant donné que les chambres funéraires étaient plus basses que le sol du couloir, les ouvriers les remplissèrent de sable, y roulaient le sarcophage, puis retiraient lentement le sable afin de le faire descendre avec précision à sa place. Une inscription gravée dans le Sérapéum précise qu'il fallait 28 jours pour déplacer une seule de ces lourdes boîtes en pierre. Bien que ces sarcophages fussent destinés à des taureaux, ils étaient nettement surdimensionnés. En effet, les pharaons, souverains d'Égypte, étaient eux-mêmes enterrés dans de petits cercueils, ce qui rend l'existence de ces énormes sarcophages particulièrement étrange. Reste à élucider la raison pour laquelle le granit, pierre très difficile à travailler, fut préféré au calcaire. Certaines théories suggèrent que ces boîtes en pierre ne servaient pas uniquement de sépulture, mais pourraient avoir fonctionné comme d'anciens générateurs. Les Égyptiens maîtrisaient le processus de fermentation. Si l'on déposait des aliments ou de la viande dans une boîte en granit parfaitement hermétique, la fermentation engendrerait une accumulation de pression à l'intérieur. Le granit renferme du quartz, un cristal capable de produire de l'électricité lorsqu'il est comprimé. Lorsque cette pression augmentait, le couvercle de la boîte pouvait s'ouvrir brusquement, libérant ainsi le gaz accumulé. Des illustrations anciennes découvertes au Sérapéum montrent des pierres empilées sur ces coffres, peut-être destinées à alourdir les couvercles afin d'augmenter la production électrique. Des millénaires plus tard, les explorateurs qui ouvrirent ces boîtes ne trouvèrent que des ossements de taureaux, sans doute parce que toute matière organique avait disparu avec le temps. Encore aujourd'hui, les chercheurs demeurent incertains quant à la véritable fonction de ces gigantesques coffres de pierre, laissant ainsi le mystère entier.